Échange entre les chefs d'État russes et burkinabés, renforcement de l'axe de coopération, réouverture de la représentation diplomatique, renforcement des liens commerciaux, énergie, hydrocarbures, bref, nous ferons le tour des sujets abordés en ouverture d'édition. Bientôt la rentrée des classes et la vigilance est demandée aux parents d'élèves. Dans le souci d'un meilleur choix éducatif pour les élèves, plusieurs font les frais des établissements non reconnus par la loi. Une existence illégale et frauduleuse malgré les injonctions. Ce soir, l'un de nos grands dossiers s'intéresse au sujet. Fin de séjour à Sendou, mais la découverte se poursuit. Avec notre reporter Karim Bikenga, nous esquisserons quelques pas de danse du Nazolo et une halte sur une communauté particulière. Léo Rosso, chargé de la médiation en cas de conflit dans la société. Instant découverte donc en cours d'édition. Ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Les échos du séjour du chef de l'État à Saint-Pétersbourg, un tête-à-tête avec le président russe et les différentes délégations. Plusieurs sujets d'intérêt sur la table avec comme fondement le renforcement de l'axe de coopération. Premier acte, la réouverture de l'ambassade russe au Burkina. Les détails avec notre envoyé spécial Aboubakar Sagnon. Salle d'audience du palais Constantin de Saint-Pétersbourg. Poignée de main entre le président russe Vladimir Poutine et le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, puis place aux échanges. Entourés de leurs proches collaborateurs, les deux chefs d'État discutent de la coopération bilatérale. Pour le président russe, cette coopération est au beau fixe, en témoigne l'ouverture prochaine de l'ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso, après sa fermeture en 1992. En plus du renforcement de la coopération diplomatique, la Russie s'est dit prête à développer davantage sa coopération avec le Burkina dans de nombreux domaines. Nous sommes prêts à travailler ensemble pour développer la coopération économique et commerciale. Nous sommes en train de préparer les documents dans l'aviation civile, le sport, les documents sur la reconnaissance des diplômes et des qualifications. Il y a une bonne coopération entre nos deux pays sur les questions de l'agenda international et nous notons qu'il y a un bon niveau de nos coopérations au sein de l'ONU et au sein d'autres organisations internationales. Au juin, le gouvernement de la Russie a pris la décision d'apporter une contribution dans le PAM, le Programme alimentaire mondial de l'ONU, pour octroyer de l'aide humanitaire à toute une série de pays africains. C'est une donation bénévole, 10 millions de dollars et 2,5 millions de dollars seront octroyés au Burkina Faso. L'augmentation du volume des échanges entre les deux pays intéresse le Burkina Faso et le capitaine Ibrahim Traoré souhaite que ce nouvel élan de coopération russo-burkinabé soit profitable à certains secteurs de l'économie burkinabé, notamment le commerce, l'industrie et l'énergie. Nous avons une diversité quand même de produits qui pourraient intéresser la Russie. Et dans les échanges donc entre les ministres et les différents hommes d'affaires, nous avons compris tels que la mangue, l'anacarde et beaucoup d'autres produits agricoles qui pourraient intéresser. Il y a aussi l'installation d'usines de transformation de certains produits sur place là-bas. Et je sais que beaucoup d'opérateurs russes donc seront intéressés par cela, ce qui va contribuer à intensifier donc nos échanges commerciaux. C'est un point important pour moi parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina pour produire l'électricité. Notre position est assez stratégique parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest et cette position fait que, du fait du déficit d'énergie dans toute la sous-région, s'il y a un privé russe qui peut s'implanter au Burkina, il pourra vendre bien l'énergie donc à toute la sous-région. Sur le volet donc de l'énergie, toujours, il y a eu des échanges dans le cadre donc des hydrocarbures et nous souhaitons en tout cas pouvoir réorienter la majorité de nos importations à la Russie ici. Les deux présidents se sont félicités des efforts déployés de part et d'autre afin de consolider les liens d'amitié et de coopération. Vladimir Poutine a remercié le président de la transition pour sa participation aux travaux du sommet Russie-Afrique qui se sont tenus les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg.
Élan de soutien à la transition, la jeunesse de Koudougou a donné de la voix dans la cité du Cavalier Rouge par centaines et au travers d'un meeting, ils ont appelé toute la région du centre-ouest à plus d'engagement et de soutien aux autorités de la transition. Konsoun Koulibaly et Ahadi Sandamba. Koudougou et environnant, de nouveau mobilisés autour des idéaux de la transition politique en cours au Burkina Faso. À l'appel de l'association Jeunesse Négré, ils sont ici pour réaffirmer leur engagement à toujours soutenir les autorités de la transition. C'est alors le lieu pour les organisateurs de faire le point de la situation actuelle à l'assistance. Notons à cet effet que grâce à ce pouvoir, le Burkina Faso a acquis une dotation en quantité d'armes telles que les avions sans bruit qui permettent à nos soldats et VDP d'être au-dessus de l'ennemi. C'est pourquoi notre association qui prône la bonne gouvernance invite le vaillant peuple du Burkina Faso à se mobiliser aux côtés du président Ibrahim Traoré et de son gouvernement pour la reconquête totale du territoire. À la tribune, les représentants des différentes couches sociales saluent le travail déjà abattu sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Mieux, c'est également le moment d'appeler l'ensemble des Burkinabés à plus d'engagement. Et comme il fallait s'y attendre, le discours du chef de l'État au deuxième sommet Russie-Afrique n'est pas passé inaperçu. Le capitaine Ibrahim Traoré a prouvé que la jeunesse peut gérer la nation. Ibrahim Traoré a prouvé qu'il est leader. Et avant-hier, vous avez vu, il est l'euro. Il est une référence. C'est un exemple pour les peuples africains. Ce rassemblement connaît la participation de plusieurs leaders de mouvements de soutien à la transition venus de plusieurs régions du pays. Un meeting ponctué de discours, mais surtout de prestations d'artistes et de troupes musicales, acquis à la cause de la bonne marche de la transition. Autre lieu pour un son de cloche similaire dans le Yoba, la coordination provinciale de soutien aux forces combattantes a marqué son soutien indéfectible aux autorités de la transition à travers une marche de soutien ce 29 juillet. Le point sur place avec Elvis Tuina et Amidou Kipsinana. Dano exprime son soutien au FDS, au VDP et à la transition du Burkina Faso. La marche réunit toutes les tranches d'âge. Après 4 km de marche, la foule est au Haut-Commissariat au contact des autorités administratives, coutumières et religieuses. Sur place, les marcheurs livrent leur message. C'est de soutenir nos forces de défense et de sécurité, nos VDP, ainsi que la transition du Burkina Faso qui aspire vraiment à l'aspiration du peuple burkinabé. La force, d'abord, c'est nos FDS qui les ont mobilisés parce qu'ils donnent leur vie pour vraiment la sécurité Burkina Faso. Vraiment, on prie Dieu que Dieu donne la force au président Ibrahim pour qu'il puisse continuer la lutte jusqu'au bout, que la paix revienne au Burkina Faso. À l'initiative de cette marche, la coordination provinciale de soutien au FDS, VDP et à la transition dans le Yoba. L'issue de la marche, la coordination remet au président de la délégation spéciale une enveloppe de plus de 2 millions de francs CFA comme contribution des populations de Yoba au fonds de soutien patriotique. La coordination souhaite l'implantation d'un poste de sécurité à Guéguéré, Oronkwa, Niego, Koper et Zambo. De son côté, la Convergence nationale pour la Renaissance se prépare à apporter sa touche. Ce 29 juillet a marqué le lancement officiel de ses activités. Elle prône le patriotisme, l'éveil des consciences et la cohésion sociale pour, dit-elle, libérer le pays du joug impérialiste. Les détails avec Nyarkiteda. Dans l'univers des organisations de soutien à la transition, il faut désormais compter avec la Convergence nationale pour la Renaissance CNR. Portée sur les fonds baptismaux en juin 2023, elle entend apporter un renouveau à la lutte aux côtés des autorités de la transition pour la libération et la souveraineté totale du Burkina. Pour y arriver, la CNR mise sur des fondamentaux tels les valeurs traditionnelles et religieuses, les valeurs culturelles et les principes de bonne gouvernance pour une renaissance vraie du pays. Nous avons mis un accent particulier sur la renaissance
parce que ce pays a besoin d'une refondation, il a besoin de renaître. La renaissance dans les principes de la gouvernance pour ce qui d'ailleurs est engagé depuis le 30 septembre 2022. C'est pour cela que nous prenons les valeurs de patriotisme, d'éveil de conscience et de cohésion sociale. La Convergence nationale pour la Renaissance salue en outre les efforts déjà déployés dans ce sens par le gouvernement de la transition. Des efforts qui méritent respect et considération de la vie de la CNR. C'est pourquoi elle prend l'engagement de jouer sa partition pour faire converger les idées dans la même direction par la sensibilisation et la formation des masses populaires sur le patriotisme, l'éveil des consciences et la cohésion sociale. À Tuili, dans la commune de Combisri, population et ressortissants mettent la main à la poche en contribution à l'effort de paix. Une enveloppe de plus d'1 million de francs CFA ainsi que des dons en nature ont été remis aux autorités de la région du Centre-Sud. Le témoignage de Césaire Carrefour et Sébastien Zongo. Une quittance de versement d'1 138 000 francs CFA de la trésorerie principale de la commune de Combisri, ainsi que des vêtements remis aux représentants du haut-commissaire de la province du Bazéga dans la région du Centre-Sud. C'est la contribution à l'effort de paix et pour la prise en charge des déplacés internes, des populations et ressortissants de Tuili, un canton de 13 villages. C'est suite à l'appel du président Ibrahim Traoré que nous nous sommes organisés. Les contributions sont venues des populations et des ressortissants vivant ailleurs pour soutenir l'action du président à vaincre le terrorisme. Et la mobilisation de ce matin prouve vraiment que la population de Tuili est mobilisée. Et je pense que c'est l'absence de cohésion sociale également qui a été à l'origine de ce que nous connaissons actuellement dans notre pays. Donc nous exhortons en tout cas les autres également, les autres villages à emboîter le pas. 4 députés de l'Assemblée législative de transition sont présents pour saluer le geste, un geste facilité par l'ADT, l'Association pour le développement de Tuili. C'est une occasion pour nous d'appeler les filles et les fils de Tuili à rester unis, leur demander de rester aussi mobilisés et vigilants pour détecter tout cas suspect et remonter ces informations-là au FDS. Cette contribution pourrait s'alourdir car la collecte en nature et en espèces se poursuit, précise l'Association pour le développement de Tuili. Restons dans le Centre-Sud avec la jeunesse qui se donne des recommandations pour un meilleur avenir. Renforcement de la cohésion sociale, création d'emplois, promotion des valeurs culturelles et mobilisation sont ce qu'il faut retenir à l'issue de leurs assises qui se sont refermées ce 29 juillet. Le point avec Aruna Marie. Les assises du Conseil régional de la jeunesse du Centre-Sud s'achèvent à Manga avec à la clé l'adoption de plusieurs recommandations. Ces recommandations portent sur l'apport de la jeunesse de la région face aux défis sécuritaires du pays. Et une demande aux autorités, plusieurs autorités, de mettre la jeunesse au cœur de toutes les activités. Côté sécuritaire aussi, on demande à ce qu'on renforce les capacités des jeunes. Il y a le soutien aux activités des jeunes, surtout dans l'entrepreneuriat. Le Burkina Faso fait 77,9% de sa population qui est jeune. Donc on comprend que le pays a besoin de plus que jamais de sa jeunesse. C'est pourquoi cette jeunesse doit se départir donc des anciens comportements de clivage, comportements donc de considération partisane pour voir l'intérêt supérieur de la nation. Des têtes couronnées et des officiels de la région sont conviés à ces assises. Pour le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, la jeunesse doit toujours être vecteur de paix, surtout sur les réseaux sociaux et développer des initiatives allant dans le sens du retour de la paix. De par le thème même de ces assises et la forte résolution aujourd'hui à engager toute la jeunesse de la région à accompagner les forces de défense et de sécurité, à accompagner les VDP pour la reconquête de notre territoire est déjà le signe manifeste de la volonté de cette jeunesse de prendre donc en main son destin.
Les travaux de ces assises sont dominés par des échanges autour de 4 communications. Ces communications concernent la réconciliation nationale, la cohésion sociale, le vivre ensemble, la crise sécuritaire au Burkina Faso et le mécanisme d'implication des jeunes. Les préoccupations dégagées par la jeunesse burkinabé seront discutées prochainement avec les autorités de la transition. Visite d'infrastructure avec la sortie terrain du ministre en charge, la reprise du bitumage de l'axe Sakwense-Koudougou, le poste de péage moderne de Tintulou et les travaux de l'axe Basenko à Ouagadougou. Que retenir de ces visites du 28 juillet? Élément de réponse avec Adama Giti et Pinidianou. Voici l'état d'avancement de la reprise des travaux de la RN14, tronçon Sakwense-Koudougou, présenté au ministre en charge des infrastructures. Le Conseil des ministres du 10 mars dernier avait décidé de sa reprise totale. Alors, l'entreprise a accepté de reprendre et aujourd'hui, nous avons décidé de passer pour visiter, pour constater si c'est effectif. Elle a démarré les travaux de reprise et on a vu 2 zones. Une première zone où elle a recyclé la couche de base qu'elle a traitée au ciment. Et la deuxième zone, elle a fini totalement de traiter la couche de base et elle a protégé avec du monocouche compte tenu de la saison de pluie, et ce qui est très bien. Cette reconstruction sera la bonne, rassure l'entreprise Sorubaz. C'est un ouvrage répondant aux normes qui sera livré. Maintenant, donc, tout est clair, donc on peut donc commencer les travaux donc, convenablement. Vous livrez une qualité de route donc, impeccable, c'est ça le plus important. C'est ça le défi de tout le monde. Plus tôt le matin, c'est l'avancement des travaux de l'axe de Basenko, centre-ville de Ouagadougou, du poste de péage moderne de Tintilou à la sortie ouest de la capitale burkinabé que le ministre Sorgo a visité. C'est que l'accès a été difficile. Compte tenu des cours d'eau, il y a des zones rouges où on ne peut pas circuler pendant la saison des pluies. Et nous avons demandé à l'entreprise d'exécuter un certain nombre d'ouvrages qui étaient prévus dans le projet avant que la saison pluie ne s'installe. C'est ce que nous avons pu constater aussi ce matin, que ces ouvrages ont été réalisés. Il ne reste que les raccordements. Nous avons continué au niveau du poste de péage. On voit l'état d'avancement de ce poste de péage. On a pu constater aussi que cela s'exécute comme on le veut, comme on l'a voulu, comme ce qui est prévu au niveau du planning et vraiment dans les règles de l'art. La livraison du poste de péage moderne de Tintilou est prévue pour le mois de septembre prochain. Quant au bitume de l'axe Basenko de Ouagadougou et le tronçon de la RN14, Sakwense-Koudougou, les travaux avancent sans difficulté majeure selon ces chefs d'entreprise. Dans un autre registre, le village de Koukouldi, dans la commune de Tenado, célèbre ses meilleurs élèves. 145 ayant fait un parcours remarquable au cours de l'année scolaire. L'initiative est portée par l'association dénommée Chez Soi est mieux. Le constat de Moussa Oudrago est bienvenu dans ça. Au tableau d'honneur de l'année scolaire 2022-2023, 145 élèves du primaire et du post-primaire, ici au village de Koukouldi, dans la commune de Tenado, province du Sanguier. Par conviction que l'éducation est la clé du développement, l'association Djenye œuvre ainsi à une saine émulation dans ce milieu. En guise de récompense, des fournitures scolaires et des moyens roulants remis aux excellents. C'est d'abord pour encourager les élèves et les enseignants à se donner pour que les élèves puissent réussir, pour avoir un fort taux de réussite au niveau des écoles. 40,25%, c'est le taux de succès au CEP pour l'ensemble des écoles A, B, C et D du Koukouldi. La plus forte moyenne au certificat d'études primaires est de 7,41. Au brevet d'études du premier cycle, l'élève la plus méritante obtient 13,94 de moyenne. Vraiment, je les remercie car Dieu les a donné un bon cœur pour qu'ils puissent nous soutenir. Vraiment, je suis content pour ça. J'ai pris Dieu qu'encore, si l'année prochaine, ceux qui vont venir, ils vont gagner les BBC là, que ça soit la même chose que moi aussi. Encourager et inviter à plus d'engagement en faveur de l'éducation, c'est le message du patron de la cérémonie, le ministre en charge de la fonction publique natif de Koukouldi. Ce n'est pas la première édition, c'est des énergies qu'il dégage de façon inestimable pour montrer à l'ensemble des enfants qu'il faut mériter dans la vie. Plus tu mérites, plus tu seras considéré.
Et c'est une forme de motivation pour appeler tous ceux qui n'arrivent pas à comprendre le sens du mérite là, à s'investir et à avancer. Cette journée d'excellence scolaire se tient pour la 4e fois. Elle constitue l'apothéose de 72 heures d'activité au profit du développement socio-économique de Koukouldi. Venons-en à l'un des dossiers de cette édition, des établissements d'enseignement indélicats fonctionnant au mépris total de la législation. Ils sont 170 dénombrés sur le territoire national, non reconnus, avec un fonctionnement échappant à tout contrôle de l'État. La vigilance des parents d'élèves est sollicitée et pour vous y aider, notre dossier du jour répond à un certain nombre de vos préoccupations. Suivez plutôt ce grand format de Franca Ouedraogo et Aruna Marie. Des écoles sans papier, on en trouve en milieu scolaire. Elles sont au nombre de 170, ces structures éducatives créées sans aucune autorisation de l'État. Ces établissements privés d'éducation et d'enseignement non reconnus fonctionnent donc en toute illégalité. Un établissement qui continue d'ouvrir malgré l'injonction de fermer, il y a une pénalité de 100 000 francs. Et ensuite, il est sommé de fermer. Et au besoin, nous utilisons la force publique pour la fermeture. Il y a eu des cas comme ça. Inscrire son enfant dans les écoles non reconnues comporte des risques. Il faut donc plus de vigilance pour distinguer le bon grain de l'ivraie. Quand l'école n'est pas reconnue, on n'a aucune garantie que les enseignants ont des qualifications, ont des compétences. Il arrive quelquefois que nous surprenons des gens qui se disent enseignants, mais qui n'ont, par exemple, au poste primaire secondaire, vous verrez des élèves de terminale, des anciens élèves de terminale qui enseignent. Des gens qui n'ont même pas le BPC qui enseignent au primaire. Ça, on en a surpris des gens comme cela. Et puis bon, ces écoles sont évidemment fermées. Pour accroître l'offre éducative, le ministère en charge de l'éducation accompagne 1228 établissements privés en voie de régularisation. Ce cas de figure concerne les promoteurs qui ont déjà reçu leur autorisation de création et qui attendent de remplir les autres conditions pour la délivrance de l'autorisation d'ouverture. C'est-à-dire que c'est des gens, des promoteurs qui sont en instance de régulariser leur situation, mais qui ont des enseignants qualifiés, qui ont des infrastructures adéquates, qui respectent donc des conditions de superficie. Donc le ministère les autorise à continuer à accompagner le ministère à éduquer les enfants en attendant de régulariser donc les situations administratives. À côté des écoles sans papier ou en cours de normalisation, il existe 6624 établissements reconnus, des écoles aux normes pour garantir l'éducation des enfants. Pour ouvrir un établissement scolaire privé, il y a beaucoup de conditions à remplir. Il y a essentiellement 2 étapes. La première étape, c'est une autorisation de création que le promoteur obtient du ministre de tutelle. Donc quand vous avez cette autorisation de création, vous avez 3 ans pour mettre en place vos infrastructures. La deuxième étape donc, qui est la plus importante, c'est l'autorisation d'ouverture maintenant. C'est entre autres, à ce niveau, c'est une commission qui se réunit et qui statue sur les dossiers. Et on soumet au ministre de tutelle qui autorise définitivement l'autorisation donc d'ouverture de l'école. À la veille de cette rentrée scolaire, le directeur de l'enseignement privé exhorte les parents d'élèves à d'abord s'assurer du statut de l'école avant toute inscription, des précautions à prendre afin d'éviter des désagréments pouvant hypothéquer l'avenir des enfants. Nous remettons le cap sur le Yoba avec cette fois-ci la tournée du ministre de l'Agriculture et des Ressources animales. Quelle est la situation au démarrage de la campagne agropastorale dans cette zone du pays? Pour y répondre, le ministre et sa délégation se sont rendus au bas-fond risicole du village de Niaoré et de la fondation Dreyer à Dano. La visite avec Oumarou Sagnon et Romial Patrice Atoui. Bas-fond risicole de Niaoné dans la commune de Dissine. Plus de 200 personnes travaillent sur ces sites de 50 hectares aménagés par le PAFA 4R. Le ministre en charge de l'agriculture Ismaël Sombier et sa délégation sont ici pour constater le travail abattu sur le terrain par les populations locales. Après Niaoné, c'est au tour du bas-fond de la fondation Dreyer de recevoir la délégation ministérielle. Une fondation qui dispose également d'une unité de tuvage industriel du riz, ici à Dano. Nous sommes en tout cas entièrement satisfaits au plus haut niveau
pour le simple fait que lorsque vous intervenez dans un domaine, surtout la production agricole, que vous recevez la visite du ministre qui vient en tout cas toucher du doigt vos réalités, je pense que c'est une très grande joie. La délégation du ministre de l'Agriculture s'est dit très satisfait de sa tournée dans la région du Sud-Ouest. Dans cette partie du pays, la campagne agro-pastorale se déroule bien dans l'ensemble, selon le constat fait sur le terrain. Quand vous regardez un peu dans la région du Sud-Ouest, le constat qu'on a pu faire par rapport aux autres régions, c'est vraiment le niveau d'avancement en fait, de la mise en œuvre de la campagne. Au niveau du Sud-Ouest ici, nous avons en fait des stades végétatifs assez intéressants. Et comparé un peu aux autres régions qui se retrouvaient pratiquement au semis, à la levée. Donc au niveau du Sud-Ouest ici, vraiment c'est une campagne très reluisante. Le ministre et sa délégation ont échangé avec les producteurs sur les principales difficultés tout au long de cette tournée. Des difficultés qui se résument à l'indisponibilité des intrants à temps et à prix abordables. Le ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage s'est engagé à travailler davantage pour accompagner les producteurs dans le cadre de leurs différentes activités agro-pastorales. Transition bien faite pour une suite et fin de notre découverte à Sendou. Un autre pan de la culture Senoufo se dévoile avec le Nazolo, une danse exécutée par des masques, incarnation des esprits protecteurs de la province. Zoom sur le Nazolo avec Jean-Eudes Bayala et Karima Bikenga. Au son du Sangou, ce tam-tam Senoufo, quelques spectateurs se rassemblent dans la cour des Kouyaté. Des masques font leur sortie, marquent une halte en mémoire de Gondolgo Kouyaté, leur ancêtre. Ce rituel est observé à chaque sortie pour le Nazoloko, une danse propre aux initiés. Cela fait, la procession continue. Direction chez Dougoutigi, le chef de Sendou. Plus il progresse, plus le groupe de spectateurs grossit. Dans la cour du chef, une foule les accueille. Ils entrent par le vestibule et présentent leur civilité au Dougoutigi. La cour se transforme par la suite en une aire de danse du Nazoloko. Ces masques Senoufo ont une histoire en lien avec la sécurité du village. Les Senoufo, avant, c'était de l'animisme. Bon, nous essayons de garder, de rester dans notre cadre ancien. Voilà, c'est pourquoi les masques sont toujours là, qui avaient été créés à l'image des esprits protecteurs du village de Sendou. À eux seuls, ces 4 masques, par leur couleur et leur rôle, symbolisent plusieurs éléments de la société. La femme, l'homme, l'âge, la sagesse et la discipline. Le plus ancien de tous ces masques-là, voilà, qui représente les vieux. Voilà, vous voyez, il n'a pas les mêmes pas de danse que les autres masques. Il est chargé d'organiser la foule aussi. Les enfants qui vont essayer de distraire, de courir un peu partout, il va essayer de mettre de l'ordre. Le deuxième masque rouge que vous voyez, voilà, c'est les masques mâles. C'est le mâle et qui est toujours à l'offensive. Quand il y a une veillée, par exemple, pendant la nuit, chez lui, il veille très bien sur les gens, voilà, contre les mauvais esprits. Maintenant, le noir que vous voyez, c'est la femelle, qui représente l'obscurité. Voilà. Donc, pour faire toutes choses, par exemple, il faut être à l'abri pour pouvoir mieux gagner un combat. Donc, c'est ce que lui il représente. Les deuxièmes masques rouges, voilà, c'est comme celui-ci. Voilà, ils sont toujours ensemble. Tous ces masques-là permettent de renouer la cohésion sociale entre la population de Sendou.
Ces incarnations des esprits protecteurs de Sendou sont aussi appelés masques des nobles. Ils sortent principalement pour les grands événements. Il en existe un autre type dont les sorties ont lieu pendant les rites initiatiques guerriers. La prise de vue de ce dernier est formellement interdite. À Sendou existent également des ambassadeurs atypiques de la paix. Il s'agit d'un sous-groupe de mes esclaves Senoufo appelés les Woroso. Ils seraient descendants de guerriers esclaves. Un sous-groupe de nobles dont le rôle dans la société est la médiation dans le règlement des conflits. Une procédure de règlement somme toute atypique que nous présente notre équipe composée de Jean-Eudes Bayala et Karim Bikenga. À les découvrir sur cette aire, ils passent pour une simple troupe de danse. Tout porte à le croire. Aussi bien leur accoutrement que les pas esquissés au rythme des djembés et des cymbales. Eux, ce sont les Woloso, un sous-groupe du peuple Senoufo de Sendou, symbole de l'histoire. Nous sommes les descendants des vrais guerriers esclaves. Les esclaves capturés. On n'a pas été capturés, mais les capturés ont mis des enfants après eux. Cela veut dire Woroso. Affranchis par un droit de naissance, l'histoire et l'organisation sociale font d'eux des sous-nobles avec un rôle majeur dans la société, celui de médiateur. Les notables ont créé ça pour la solidarité. Comment la solidarité? Un résident qui est en train de faire palabre avec sa femme, on ne sait pas le pourquoi. En ce moment, on vient avertir le chef du village. On demande votre permission pour aller intervenir pour que leur palabre finisse, qu'il ait la solidarité dans ton village. Et quand nous, les Woroso, les descendants apparaissent, le chef est obligé d'accepter. L'accord de Dougoutigi obtenu, ils se rendent chez les protagonistes, des hommes et des femmes en tenue d'Adam et Ève. Une fois sur place, le message est traduit en chanson. Mais âme sensible, attention, les mots sont forts. On est capable de pisser dans sa maison, c'est sans problème. On est capable de chier dans sa maison. À cause de ça, il cherche quelqu'un pour intervenir de sa manière, pour nous supplier en nous disant que leur palabre est finie aujourd'hui jusqu'à demain. Des propos et des actes inacceptables dans certaines contrées du Burkina, mais ici, c'est le mode opératoire de ces ambassadeurs de la paix. Une forme de médiation pratiquée et acceptée à Sendou. Des traditions insoupçonnées, Sendou en a à revendre. Mais une semaine à Sendou s'arrête là. Ce fut un plaisir pour notre équipe de conduire cette excursion. À bientôt pour d'autres découvertes. Ce fut également un plaisir pour nous de vous suivre et d'apprendre. À Karim Bikenga et à toute l'équipe, merci pour les informations et merci d'avoir mis en lumière mes esclaves Senoufo. Des nouvelles à présent de la 48e Assemblée Générale du SPONG. Ce 28 juillet, plusieurs ONG se sont retrouvées pour une bonne marche du réseau et pour analyser sa contribution en situation de défi sécuritaire et climatique. Alassane Kendrebego et Oumou Sissi.
Année 2021 et 2022, plus de 180 milliards de francs CFA sont injectés par les organisations non gouvernementales dans le cadre des services sociaux de base et les réponses d'urgence au Burkina Faso. Des ONG et associations qui emploient plus de 12 000 Burkinabés. Et à cette Assemblée générale du SPONG, l'heure est à l'autocritique et à l'évaluation des actions réalisées au profit des Burkinabés. Cette Assemblée générale se tient dans un contexte particulièrement difficile de façon globale pour le Burkina Faso et les ONG, associations de développement, travaillent également dans ce contexte et répondent donc aux préoccupations du moment. Nous pensons que c'est une contribution importante et nous souhaitons au cours de cette Assemblée générale réfléchir sur comment nous pouvons améliorer notre contribution et comment nous pouvons renforcer la collaboration avec les services étatiques pour que le développement humain durable soit au rendez-vous. Contribution fort appréciable et qui participe au développement du Burkina Faso. Nous sommes là ce matin pour les féliciter pour le travail déjà abattu, mais aussi les encourager pour les efforts qui sont fournis dans un contexte national difficile, nous le reconnaissons. Et enfin donc voir avec eux comment on peut donc frayer des pistes en termes de perspectives pour accroître donc l'efficacité de les interventions. Voir les ONG comme les partenaires de l'État, c'est le plaidoyer du SPONG auprès du gouvernement. Il demande également un meilleur accompagnement sécuritaire car entre 2020 et 2022, ce sont 27 travailleurs humanitaires qui ont été enlevés, blessés ou tués dans l'exercice de leur mission. La Poste Burkina veut se faire une meilleure place sur le marché concurrentiel. Pour ce faire, une stratégie est pensée et mise en place par l'équipe dirigeante. Cette dernière était au grand complet réunie à Koudougou pour une activité bilan. Le compte rendu de Amado Ilboudo et Sekou Zongo. Le réseau de la Poste Burkina Faso à l'assaut du marché postal national et international. Une dynamique marquée par cette convention avec l'ensemble des chefs d'agence venus de tout le pays. C'est donc une tradition respectée, mais avec une touche particulière cette année, un team building pour permettre à l'entreprise postale, à travers ses agents, d'insuffler une nouvelle dynamique. Pour notre cas précis, c'était effectivement de renforcer ces liens entre les agences, entre les animateurs des agences et également permettre aux uns aux autres d'apprendre des pratiques qui sont favorables au développement donc de l'entreprise. Et pour le développement de l'entreprise, les travailleurs ont un rôle primordial. Cette convention entre le directeur général et les chefs d'agence est donc une occasion pour Ibrahim Saba d'appeler à plus d'initiatives pour l'atteinte des objectifs. À toutes et à tous, de continuer à développer toutes les initiatives dans le but d'accroître les chiffres d'affaires à travers la collecte massive de l'épargne et la promotion des produits postaux, à privilégier les gestes et les réflexes économiques pour une maîtrise des charges, et également, face à nos concurrents, à pousser l'ensemble des cris de guerre. Sur l'exercice 2022, la Poste Burkina Faso a engrangé un résultat net bénéficiaire de plus d'1 milliard de francs CFA, une contribution aux recettes du budget national de plus de 3 milliards de francs CFA, explique la direction de la Poste Burkina Faso. Une santé financière qui profite aux pensionnaires du centre d'accueil des enfants en détresse Saint-Simon de Koudougou. La nationale des postes offre ici des vivres aux 54 pensionnaires de l'orphelinat. Ils sont artistes, musiciens et disent être engagés pour la paix. Réunis au sein du collectif national, ils ont organisé un concert géant en soutien à la transition au FDS, VDP et PDI. Les sonorités avec Pinidjiano. Redonner de l'espoir aux populations, galvaniser les FDS et VDP, traduire leur compassion aux déplacés internes, c'est le pari que s'est lancé le collectif national des artistes engagés pour la paix au Burkina. À travers ces concerts géants et gratuits, ces artistes sont convaincus que la fin des terroristes est proche. Je suis très content. Qui sont là ce soir je suis pour très assurer content la sécurité
mon objectif est atteint parce que ce que je dis, c'était pour mes frères africains. Et donc, ils ont compris. Donc, je suis fier, je suis très fier. Leur initiative est à saluer parce que ces artistes venaient au village, mais la situation sécuritaire n'est plus favorable pour qu'ils viennent. Nous sommes donc sortis ce soir pour leur témoigner notre affection et notre soutien. Paris réussit donc pour le collectif qui a pu mobiliser la population et communier avec elle pour la recherche de la paix au Burkina. Waouh, un sentiment de joie parce que c'est d'ailleurs notre souhait. Avec les grands frères, les doyens ici, c'est ce qu'on a demandé parce que actuellement notre pays a vraiment besoin de ça. Nous avons vraiment besoin de soutien de tout le monde. Nous, c'est pas la somme. Même si on a 5 francs ce soir qu'on récolte, déjà c'est notre geste pour montrer au président, pour montrer à la transition que nous sommes de tout cœur avec eux. Ce concert chiant, c'est aussi une collecte de fonds pour répondre à l'appel lancé par le président de la transition à contribuer à l'effort de paix. Ils sont 52 fidèles de retour du pèlerinage catholique à Jérusalem. L'accomplissement d'un pilier religieux en Terre Sainte qui leur aurait permis de renforcer leur foi et de prier pour le retour de la paix au pays. Le retour en image des pèlerins avec Adama Guiti et Aimé Solange Guigma. Dans la joie et la gaieté, parents, proches et amis accueillent ici à l'aéroport international de Ouagadougou les fidèles catholiques de retour du pèlerinage de Jérusalem en Terre Sainte. Ils sont 52 pèlerins à avoir accompli ce pilier religieux pour être des témoins du Christ. Le but est d'aller sur les traces de notre Seigneur Jésus-Christ et d'aller porter les intentions de prière de nos familles, de toute la nation aussi. Nous avons visité des sites, à commencer par la Nativité, aussi tels que Capharnaüm, et nous avons vu aussi le lieu de la résurrection. Près de 2 semaines durant, ces pèlerins disent avoir vécu les Écritures bibliques. Et faire ce pèlerinage à Jérusalem a contribué à renforcer leur foi. Leurs intentions de prière ont porté entre autres sur le retour de la paix au Faso. Une mère veut quoi? Que son fils l'enterre, mais pas enterrer son fils. C'était notre cri de cœur auprès des différents lieux saints que nous avons visités, afin que Dieu se retourne vers le Burkina et mette fin au massacre de nos enfants. Nous avons vécu une vie œcuménique. Pourquoi je dis ça? Il y a un pasteur et des églises, des assemblées de Dieu qui faisaient partie de la délégation des pèlerins. Donc nous avons communié ensemble et Christ qui a voulu vraiment cette unité et vraiment ça a été vraiment bien. Nous avons prié pour le pays. Le pèlerinage s'est effectué du 17 au 29 juillet 2023 à Jérusalem, la capitale d'Israël. Après avoir foulé le sol du Burkina sain et sauf, ces fidèles catholiques vont rendre grâce au Seigneur à la cathédrale. Des nouvelles des 9e Jeux de la francophonie qui se tiennent à Kinshasa au Congo. Nous sommes en sport, une première journée infructueuse pour les étalons dans les disciplines comme la lutte libre et le tennis de table. Le point de la première journée avec nos envoyés spéciaux Jean-Eudes Bayala et Mariama Ouattara. C'est ce qui s'appelle voir les choses en grand. Un stade des martyrs plein comme un œuf, 80 000 places assises occupées et même plus. L'antre des 9e Jeux de la francophonie a refusé du monde pour le lancement de la grande messe de la jeunesse francophone. Un show XXL avec Fally Ipupa en guest star et des délégations aussi élégantes les unes que les autres. Et au lendemain du show, les choses sérieuses ont commencé. Une première journée de compétition. Des drapeaux ont été sortis et les hymnes nationaux ont résonné. Mais pour ce qui est du Ditanier, il va falloir encore attendre.
Pourtant, Racita Dembélé n'était pas loin de décrocher la première médaille pour le Burkina. Après avoir cédé face à la Tunisienne Amami Faten en demi-finale, la lutteuse burkinabé s'incline en match de classement devant la Camerounaise Véronique Natacha Nabaïna. Et avec cette défaite, le Burkina finit cette première journée de lutte libre sans médaille. L'expérience aura fait défaut, même si l'optimisme est de mise pour la deuxième journée. Pour la première journée, on avait 2 athlètes en lice, Bazier et Dembélé. Bazier a été éliminé en quart de finale. Dembélé est allé pour le médaille de bronze. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais je pense que c'est encourageant, vu que c'est sa première sortie. Je pense qu'avec la suite, nous avons encore 5 lutteurs. Donc je pense qu'on a de l'espoir pour avoir des médailles. C'est de l'expérience qu'on est venu chercher. Voilà, elle, c'est sa première fois qu'elle participe. Elle n'a jamais fait la lutte olympique. Voilà, mais c'est sa première fois. Elle est arrivée en demi-finale, elle a perdu. Elle est venue faire classement, elle a perdu. Mais je dis que c'est de l'expérience qu'elle est venue chercher. Pour cette première journée, le tennis de table également est entré en lice dans une phase de groupe au résultat mitigé. Une victoire 2-7-0 face à Haïti et une défaite 2-7-1 devant la République démocratique du Congo. Pour ce qui est de la deuxième journée des joutes, en plus de la lutte libre, l'équipe du Burkina avec à sa tête Paul Domon est sur le départ du circuit de la course cycliste. Devant les coureurs, une distance de 90 km, soit un circuit fermé de 9 km à parcourir 10 fois. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne reprise de travail à tous et excellente continuation aux travailleurs des entreprises à activité continue comme la RTV. Bonsoir.